Alexandre, bienvenue sur Jeune et Brillant. Ça me fait très plaisir de te recevoir sur ce petit canapé rouge. Alors, comment tu vas? Dis-moi. Bah écoute, ça va. Forcément un petit peu stressée. C'est quand même pas commun pour moi enregistrer un podcast. Tout va bien se passer. Alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es? Alors, j'ai 25 ans. J'ai fini mes études il y a un an et demi. Donc maintenant, je travaille et je sais pas, je pense que peut-être parler du sujet du jour, du type... j'adore faire du sport et je pense que c'est une grande partie de mon identité et de qui je suis. Donc je pense que je peux aussi me définir par ça. Ok. Alors du coup, tu as commencé quand à faire du sport? D'aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais petite, ma mère a essayé de me mettre à la danse. On a même essayé le tennis et c'était pas des choses qui me réussissaient beaucoup. Mais elle m'a mis sur un cheval, ça a fonctionné. Donc j'en ai fait pendant 10 ans. Okay. Et par mimétisme aussi, je me suis mise au handball. J'ai commencé là par contre beaucoup plus tard, j'avais 12 ans, beaucoup plus tard, 6 ans après. Et pour le coup, j'ai commencé parce que mes frères en faisaient. 2 de mes frères, j'ai 3 grands frères, et 2 de mes frères en faisaient. Et du coup, un jour, j'ai voulu essayer et ça a pris. Ok. C'est très tôt quand même de commencer le sport à 6 ans. Ouais, en fait, avant, j'habitais en Angleterre et je pense qu'en Angleterre, j'ai pas trop de souvenirs de moi ayant fait du sport. Je pense que j'étais plus souvent avec ma maman ou avec à l'école ou avec des copines. Et quand je suis arrivée en France, ma mère cherchait un club pour elle, pour faire de l'équitation. Et je pense qu'à ce moment-là, elle m'a mise aussi. Et en fait, 6 ans, CP, c'était un peu nouveau départ. Ok. Et c'est quoi le sport qui t'a vraiment le plus plu? Je pense que le sport qui m'a le plus plu, c'est l'équitation. Parce que c'est le sport où j'en ai fait le plus longtemps et c'est le sport où j'étais la meilleure. D'un point de vue personnel. Je pense que c'est le sport où j'aurais pu aller très très loin, mais comme on le sait tous, c'est un sport qui est extrêmement cher. Et il arrive un moment aussi où j'ai dû arrêter parce que le sport collectif, c'est un engagement qu'on donne à une équipe et pas juste à une discipline. Et en fait, j'ai arrêté l'équitation parce que ça prenait du temps et je pouvais pas consacrer du temps aux deux. Ok. Et du coup, quand tu étais au collège, tu faisais du sport. Et est-ce que ça t'a fait un petit peu appartenir à un groupe? Ouais, carrément. En fait, quand j'ai commencé le handball, c'était en 5e. Et je connaissais une des filles qui faisait déjà du handball. Elle en faisait depuis le primaire. Elle était dans ma classe en 6e. Et donc je pense que ça a aussi joué dans le fait que je me mette à faire du handball. C'est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Okay. Et en fait, petit à petit, on a constitué un groupe et on est devenu toute une équipe de filles du handball, qui faisaient du handball. Et on était identifiés comme telles. Et il y avait des filles qui ont essayé de faire du hand, qui ont essayé de venir dans le groupe. Et en fait, c'était hyper difficile pour elles de trouver leur place dès lors que nous, on avait déjà constitué notre groupe. Il y avait vraiment une osmose, un groupe, et on s'est gardés jusqu'au lycée, quoi. Et c'était, Vous étiez populaire? Je sais pas si on était populaire. En tout cas, il y en avait 2-3 qui étaient vraiment populaires dans le sens où on l'entend pour le collège et le lycée. Moi, je pense que j'étais un peu plus clivante, donc je faisais juste ma vie et j'avais mon groupe de potes. Ok, mais ça vous a permis quand même de vous intégrer ou pas au collège? Je sais pas, parce qu'on était proches les unes des autres, mais on avait aussi des amitiés de nos côtés. Et au collège, on n'est pas forcément la meilleure version de nous-mêmes, on n'est pas forcément les plus sympathiques. et je pense que ça se voyait dans les interactions qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Il y avait beaucoup de jalousie inutile. Donc je pense qu'on faisait surtout notre bout de chemin et que le handball, c'était plutôt une bulle qu'on avait et qu'on entretenait. Ok. Donc vous étiez pas genre H24 ensemble? Non. Ok. Non. Et au lycée, du coup? Au lycée, ça a été un peu différent dans le sens où le groupe s'est consolidé. Les personnes qui venaient et qui repartaient, il y en avait beaucoup moins. Et puis on commençait à sortir. Il y avait, moi surtout d'un point de vue personnel, vu que mes frères faisaient aussi du handball, mes week-ends étaient rythmés par ça en fait. C'est-à-dire que j'allais voir mes frères jouer, on allait voir les autres équipes jouer. Nous, on avait nos matchs. Ensuite, il y avait les troisièmes mi-temps. Il y avait un local dans lequel on faisait des jeux, etc. Donc c'était vraiment, il y avait un esprit de groupe qui était énorme. Mais pour autant, au lycée, chacun faisait sa vie. Ok. Donc t'as toujours baigné quand même dans cet univers très sportif. Ouais, et puis il y a aussi un truc qui est assez intéressant qu'on faisait et qui faisait, à mon avis, ça tissait encore plus de liens entre nous. C'est qu'au lycée, pour pouvoir nous permettre de venir aux entraînements de handball,
nos coachs avaient ouvert le local, donc c'était là où on faisait les troisièmes mi-temps, enfin là où il y avait un peu l'espace de vie, pour qu'on puisse faire nos devoirs entre le moment où on finissait les cours et le moment où on avait entraînement, parce qu'il y avait 1h30 d'attente. Ouais. Okay. Et donc ça permettait aussi à ce qu'on fasse nos devoirs tout ensemble, et donc on s'aidait, etc. Donc je pense que ça créait aussi d'autres liens. Il y avait une vraie cohésion entre vous? Ouais, vraiment. Ok. Et après, du coup, donc après t'as le bac. Et donc, études supérieures, t'as fait quoi comme études? Donc j'ai fait Sciences Po à Strasbourg. Ok. Et mais entre les deux, j'ai fait une prépa. Et en fait, ma dernière année en terminale, je me suis luxé l'épaule 3 fois. Ok. Donc je faisais beaucoup moins de handball. T'as fait comment? En défense, mon épaule, j'ai voulu pas laisser passer la fille a voulu passer et mon épaule est sortie et voilà. Ah ouais. Ouais, j'ai hurlé comme un cochon pendu. T'as dû avoir trop mal. C'était horrible. C'est horrible. Et je me suis luxée 3 fois et donc le chirurgien m'a dit bah là c'est opération. Ah ouais, j'allais dire ça, il y a eu une opération. Et en fait, j'ai pas voulu la faire tout de suite parce que j'avais ma prépa et que je voulais passer les concours. Okay. Donc j'ai attendu et pendant cette année-là, je faisais plus vraiment de sport à part faire de la course à pied un peu, une fois par semaine. C'est le moment où je pense que j'ai fait le moins de sport. Ok. Et ça a été dur pour toi? Non, je pense que j'étais plus frustrée de plus pouvoir faire du handball, de plus faire d'équitation vraiment. Et puis courir, c'était juste parce que c'est bien aussi de courir, sortir la tête des bouquins. Et c'était juste vraiment pour prendre l'air. Donc c'était pas... Il y avait juste une dynamique de je voulais prendre l'air. Ok. Et ensuite, t'as pu reprendre? Et ensuite, je suis arrivée à Sciences Po. Et là, il y avait une équipe de hand en école. Okay. Et je m'étais fait opérer, j'avais fait la rééducation. Et du coup, j'ai repris à ce moment-là. Mais j'ai jamais repris en club, en tout cas. Et à ce moment-là, j'ai fait... il y avait 1 ou 2 entraînements par semaine, il y avait des matchs. Voilà. Et c'était bien? Ça m'a permis de retrouver un autre esprit de groupe. Et en fait, je pense que c'est ça que j'aimais le plus. Ouais, plus chill, parce que le niveau est beaucoup plus hétérogène, puisqu'il y avait des filles qui découvraient la discipline et d'autres qui en avaient fait en club. Et en parce que toi, tu jouais à haut niveau, c'était à haut niveau avant? Ouais, faut pas abuser. Okay. Mais quand même, il y avait une petite compète. Ouais, par contre, c'était en compétition, mais c'était niveau région, parce qu'il n'y avait pas assez de clubs pour qu'on soit en départemental, quoi. Enfin, c'était la campagne. Ok. Et du coup, donc là, tu fais un petit peu... Tu joues avec l'équipe de Sciences Po. Ouais. Et après, du coup, il se passe quoi? Tu continues? Mes 2 premières années, ouais. Et sachant que j'avais aussi repris à la fac, parce que Sciences Po dépendait de la fac, enfin, dépend encore. Donc, ça me permettait de faire plus, et c'était chouette. Sauf que je me suis vraiment rendu compte, je pense, à ce moment-là aussi, que ce que j'aimais dans le handball, c'était vraiment l'esprit d'équipe et le collectif, et pas du tout, en fait, la discipline en tant que telle, dans le sens où j'étais douée et c'était chouette. Mais là, ce que je préférais, moi, en fait, c'était les copains, quoi. Ouais. Et donc, en 3e année, je suis partie à l'étranger. Le premier semestre était à Sydney. Et en fait, à Sydney, j'ai jamais trouvé de groupe. J'ai essayé avec l'université, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, pas pour moi. Et en fait, je courais de temps en temps, mais surtout avec mes colocs. Donc, pas grand-chose non plus en termes de sport. Et C'était bien, Sydney? Ouais, c'était bien. C'était bien. Après, moi, je suis pas fan de la ville parce que je suis pas très fan de la chaleur. Je suis pas très fan du surf. Effectivement. Voilà, à se demander pourquoi j'y suis allée. Même moi, pourquoi t'es allée là-bas? Parce qu'il y avait une hype autour. Il y avait grave une hype autour de Sydney à un moment. C'est un peu retombé, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Maintenant, c'est Bali. Ouais. Bali aussi, ça retombe un peu en vrai. Ah ouais? Je pense. Voilà, c'est trend de ville. c'est quand même quelque chose. Il y a rien qui va. Ouais. C'est les réseaux sociaux, ça. C'est ça. Clairement. Et du coup, donc Sydney, tu cours un peu, tu te fais des potes? Ouais, enfin, une vie, semestre étudiant, un truc classique. Et en fait, mon second semestre était au Népal. Et là, je rencontre quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de sport. Ok. Et c'était un autre bénévole. Et pour le coup, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'étais plus sportive. Ok. Et je me suis dit, là, t'as vraiment perdu du niveau. Et t'as plus du tout la forme que t'avais avant. Et je pense que ça a été aussi un des premiers shifts dans... Là, t'as quel âge, du coup? C'était il n'y a pas si longtemps, c'était juste avant le Covid. Ok. Donc c'était tout début 2020. 21 ans? Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que ça n'allait pas trop. Et lui, comme il était très dans le sport, il nous a tous un peu embarqués à faire un peu du renfo sur le rooftop, enfin des trucs un peu comme ça. C'est quoi du renfo pour ceux qui connaissent pas? C'est du renforcement musculaire. C'est le fait de faire des répétitions de mouvements qui travaillent un muscle en particulier.
Par exemple, le fait de faire du gainage, donc quand on fait la planche sur les coudes et sur les pointes de pied pour renforcer ses abdos, sa ceinture abdominale. Voilà, c'est exercices comme ça. Après, il y a des exercices plus ou moins cardio où du coup on fait monter le cœur. Voilà, on choisit un peu ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et on travaille les muscles qu'on a envie. Ok, donc là vous êtes un petit groupe au Népal en train de faire du renfo. Ok. C'est vrai que ça paraît un peu déco. Non mais c'est drôle. Et là du coup tu reprends du niveau un peu. Je pense pas. Enfin, toi j'ai pas le temps de reprendre du niveau parce qu'il y a le confinement qui arrive et les vols charters qui nous renvoient en France dans nos maisons. Okay. Et à ce moment-là, en fait, n'ayant rien d'autre à faire, je pense comme les 3/4 de la population française, je me mets à faire du renfo chez moi. Et sachant que mon père aussi s'était vraiment mis à la course à pied au trail. Donc le trail, c'est la course en montagne avec beaucoup de dénivelé, donc montée, descente, etc. Okay. Et donc en fait, on s'encourage l'un l'autre et je me mets vraiment... Ma belle-mère aussi s'était mise aussi à ce moment-là à faire du sport. Et voilà, et là j'en faisais 5 jours sur 7, je pense. Au taquet. Ouais, vraiment au taquet. En même temps, j'avais pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. Je lisais, je regardais des films, je rattrapais ma culture que j'avais l'impression de ne pas avoir. Enfin voilà, des trucs un peu... je m'embrigadais moi-même. Et arrive le déconfinement et en fait, j'arrête pas. Et je continue dans ma dynamique de... je veux faire du sport tout le temps, je veux faire du renfo tout le temps. On appelait ça du workout pendant le confinement. Je pense qu'aujourd'hui, les gens disent renfo juste. J'ai vu des lives sur Instagram. Ouais, voilà. Il y en avait sur YouTube, il y en avait un peu partout. En même temps, il y en a même pour les... J'ai fait un cours. Littéralement, j'ai fait un cours. C'est déjà pas mal. Et après, j'ai abandonné, voilà, tout simplement. Peut-être que j'en ai fait 2, mais c'est tout. Peut-être 3. Ouais. Non, franchement, 3, non. À la fin du podcast, on sera à 8. Mais c'était trop dur. Ouais. Bah, après, il y avait... Parce que moi, je partais vraiment de zéro à cette époque. Bah après, il y a plein de niveaux, il y a plein de vidéos qui sont adaptées. Et moi, au tout début, je faisais des vidéos et ce qui m'a montré que j'ai progressé, c'est entre les vidéos que je faisais au début du confinement et que j'ai fait à la fin juste pour rire avec mon frère et que lui souffrait alors que moi, je souffrais plus, c'est là où j'ai vu que j'avais quand même progressé un peu. Ouais. Et je pense que ça m'a aussi encouragée à continuer. Combien d'heures par semaine, du coup, pendant le Covid ? En vrai, je pense pas tant que ça parce que je repartais vraiment de très loin, quoi. Donc, je pense que par semaine, je sais pas, je devais être à 4 heures. C'est déjà pas mal. Ouais, peut-être un peu moins. Je me rends pas trop compte. Mais pas plus, en tout cas, ça, c'est sûr. Ok. Et donc, après le Covid, tu continues ? Ouais, je continue, je décroche pas. Je me retrouve dans des situations où je suis en vacances avec des copines et on est dans un 20 mètres carrés et on fait toute une séance de renfo parce que je les force à faire une séance. Enfin, vraiment, ça tourne un peu au n'importe quoi. Mais je continue. Et tes copines disent quoi dans ces moments-là, du coup ? À te suivre dans ton délire ? Ouais. En fait, oui. Parce que chacune avait ses motifs, en fait, pour le faire aussi. Et donc, Après, c'est vrai que se motiver ensemble, en soi, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était un peu la dynamique aussi. C'était rigolo. Enfin, on était quand même 4 dans un 20 mètres carrés pendant une semaine. Donc, dans tous les cas, on était très proches, finalement, malgré nous. Donc, c'était un peu dans cette dynamique-là. Et ma coloc aussi faisait du renfo. Et donc, quand on a vécu ensemble, on en a fait pas mal. On en faisait souvent des séances ensemble. Ok. Deuxième confinement arrive, je rentre chez mon père à nouveau. Rebelote. Sport. Là, j'étais étudiante. Donc, la journée, les cours. Ensuite, le renfo. Sauf que là, je pense que j'étais plus à 5-6 heures. Cours à distance, du coup, Ouais. Cours à distance, beaucoup de rendus en plus, donc j'avais vraiment la tête dans le guidon. Et j'en ai un super souvenir. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai vraiment un excellent souvenir. C'était ma meilleure décision. En plus, il faisait super beau, on avait eu de la chance. Donc, il y avait la forêt à côté. J'allais aussi courir de temps en temps avec mon père, qui me traînait parce que il courait beaucoup mieux que moi. Donc c'était vraiment une très, très bonne période. Okay. Et après, les fêtes de Noël arrivent, se passent, et en fait, je me blesse après les fêtes. Et là, je pense que je me rends compte de la relation pas terrible que j'avais avec le sport. Ok, donc là, tu te dis, en fait, j'ai une relation toxique au sport, c'est pas sain. Ouais, il y avait vraiment un côté pas très sain, dans le sens où, en fait, quand je pouvais plus faire de sport, c'était devenu montagne. Je m'étais fait un claquage à la cuisse et quand je voyais ma coloc faire du sport, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était vraiment une situation où j'appelais ma mère en pleurant. Ça devenait vraiment n'importe quoi. Et je pouvais pas faire du renfo au niveau des jambes, mais du coup, je faisais quand même du gainage et quand même des abdos. Sauf que tous les muscles sont reliés les uns aux autres, donc forcément, tu sollicites le haut de ton corps. Tu t'abîmais. Ouais, voilà. Donc, tant j'entretenais la blessure, donc ça devenait ridicule.
Et petit à petit, j'ai un peu pris des distances parce qu'en fait, je faisais moins de sport, mais j'ai jamais complètement arrêté. Mais je suis restée dans cette relation longtemps, pas très Tu saine. faisais comment blessé du coup? Je faisais des séances plus courtes, des trucs plus doux. Ça devait te faire mal? Non, parce que en fait, un claquage, c'est assez isolé. Et puis, ça demande que du repos, donc je trouvais des solutions pour faire autre chose. Ok. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à changer mon alimentation parce que c'est là où je me suis vraiment rendu compte. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas vraiment une bonne relation en fait avec mon corps aussi de manière générale, parce que j'ai grandi avec l'idée que tu peux manger ce que tu veux tant que tu fais du sport. Et qui était une phrase très naïve que me disaient mes parents, pas du tout avec une volonté de m'enfermer dans un moule ou quoi que ce soit, mais plus bien bouger, bien manger, quoi. Ouais, un peu cliché, pas de sucrerie à la maison, mais enfin, c'était pas non plus la dictature, quoi. Enfin, on faisait des crêpes à Chandler, il y avait de la pâte à tartiner, enfin, ça allait. Mais quand même, tu dirais que tes parents, ils surveillaient par exemple leur alimentation à eux? Eux, ils surveillaient leur alimentation, ouais. Clairement, ils ont fait des régimes, les trucs Weight Watcher, où c'est quand c'était à la mode. Ok, donc tu les as quand même vus quand t'étais plus jeune? Ouais. Genre faire attention à leur corps, leur alimentation? Carrément. Okay. Surtout ma mère. Mon père, je pense que je l'ai moins vu dans le sens où... Enfin, je le voyais moins déjà quand j'étais très jeune, parce qu'il partait pas mal en déplacement, etc. Okay. Donc je pense que j'ai moins aussi de souvenirs. Et le moment où j'ai le plus de souvenirs avec mon père, c'est aussi le moment où il s'est remis au sport, etc. Donc c'est aussi on est devenus de plus en plus proches. Okay. Et je l'ai toujours vu assez actif, là où ma mère elle a enchaîné un peu les blessures, opération du genou, là elle a un problème au pied, enfin voilà, des problèmes assez lourds qui font qu'elle peut pas non plus faire beaucoup de sport. Okay. Donc la contrebalance, c'était gérer son alimentation, quoi. Ok. Donc toi tu rentres un peu dans ça, tu te dis faut que je mange moins. Tu te dis quoi? Ouais, c'est vraiment ça. Je me dis, si tu peux plus faire de sport, tu peux plus manger comme tu manges d'habitude. Parce que je me faisais vraiment plaisir. Il y avait vraiment aucune restriction. Si j'avais envie de me resservir des lasagnes, je me resservais des lasagnes. Enfin, je faisais la fête, il n'y avait aucun problème. Et en fait, j'ai commencé par le cliché de c'est le soir qu'il faut manger le moins. Et ce qui est un peu ridicule, mais parce que c'est pas vrai et que du coup, tu fais des fringales la nuit et que dormir en hypo, c'est pas bon pour ton corps non plus. Donc tu mangeais quasi rien le soir? Je mangeais des salades, quoi. Okay. C'était un peu le cliché de pas de féculents, aussi on continue les clichés quand on connaît pas. Et donc c'était vraiment dans ça, et le reste du temps je mangeais correctement, mais le soir c'était des salades. Et petit à petit j'ai repris le sport, mais j'ai pas changé mon régime alimentaire. Okay. Et donc j'ai repris à refaire du sport, et pour autant je mangeais des salades et je faisais moins aussi la fête, et là je sentais que ça devenait pas cohérent non plus. Ok. Et à quel moment tu sens justement que ça part trop loin? Le moment où j'arrive à Paris. Je commence une année de césure avant la fin de mon année scolaire. Et j'arrive le 1er juin à Paris. Et en fait, je retrouve des amies, notamment de Sydney, qui, elle, c'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Elle me présente un peu à tout le monde. Donc, on rencontre plein de gens. On fait des croisées. En plus, j'ai plein de copains qui arrivent aussi. Donc, je sors tout le temps. Et en plus, j'avais un appartement à Châtelet à ce moment-là. Ah ouais. Donc, autant dire que c'était devenu le QG aussi pour les soirées. Et donc, en fait, là, je fais beaucoup la fête. Sauf que je veux pas m'arrêter de faire du sport. Donc, j'en étais arrivée à un rythme où je me levais à 6h du matin, je faisais mon sport, ma journée de taf, j'allais boire des bières, manger des frites. Et en fait, le moment où j'ai vraiment basculé, c'est le moment où j'ai rajouté l'étape, je me fais vomir. Okay. Et là, c'est là où j'ai senti que j'ai perdu le contrôle. Ok. Et donc là, tu perds le contrôle et tu fais quoi du coup? D'abord, je m'enferme dans ça. Ensuite, je me rends compte qu'une de mes amies était un peu aussi dans ça, mais pas de la même façon que moi. Et donc... T'arrives à en parler à tes amis? En fait, on se rend compte qu'on le faisait... Je pense qu'on se l'est... Il y a un moment donné où elle a dû me le dire quand elle était bourrée. Et j'ai dû lui dire, haha, pareil. Ok, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et donc là, c'était du coup un peu le cercle vicieux, la mauvaise banalisation. Et il y a un jour où c'était fin juillet, je me rends compte que en fait, je contrôle vraiment plus rien. Et que ça dépassait le fait de me faire vomir, c'était que j'étais pas bien, je pleurais tout le temps. Dès que j'étais en télétravail, je tournais en rond dans mon appartement, enfin un lieu en cage. Et j'explose, j'appelle mon frère qui me dit tu vas aux urgences, tu te mets en arrêt et je t'emmène à Annecy. Ok. Ce qu'il a fait. Et pourquoi Annecy, pardon? Parce que pour mon anniversaire, okay. ouais, week-end comme ça. Ouais, c'est ça. Je me disais,
Non. Attends, il n'y avait pas Annecy dans mon équation. Non, ils m'ont même un week-end. Et en fait, Annecy était une des destinations que j'avais envie de faire avec lui. Très sympa, Annecy. Je suis jamais allée, mais on m'en dit que du Ouais, bien. bah, à fuir pendant la saison haute. Ok. On est reparti là, énervé contre tous les touristes. On en était, hein, mais on les a Ouais. détestés. Ok. Et en fait, après ça, je commence les démarches pour trouver quelqu'un pour me faire accompagner. Bon, au mois d'août, tout le monde est en congé. Ouais, compliqué. Donc, 1er septembre, je trouve une psychiatre géniale. J'avais 2 critères. Je voulais qu'elle soit jeune, je voulais que ce soit une femme. C'était chose faite. Elle était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et elle m'a dit, bon, bah, je vous explique tout de suite. Le diagnostic, il est simple. Vous êtes une anorexique mentale. On va en discuter, on va travailler ensemble. On va voir où ça vous mène. Et je pense pas que le sport soit un problème non plus pour vous. Je pense qu'au contraire, parce que je me suis aussi mise à l'escalade en arrivant à Paris. Okay. Et l'escalade faisait partie de mes liens sociaux, puisque j'y allais avec des copains tout le temps. Ok, donc ça fait un petit moment que tu fais de l'escalade. Moi, je pensais que c'était qu'il y a quelques mois, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, ouais. J'en fais depuis que je suis arrivée à Paris okay. La première fois. Donc 2021. Ok. Voilà, fin 2021, on va dire. Okay. Pas très très forte, mais c'est pas grave. le tout, c'est de s'amuser, tu t'amuses. C'est ça, ouais, je passe des bons moments. Je râle souvent, mais je passe des bons moments. Ok, donc là, quand même, tu prends les choses en main assez rapidement, parce que quand tu perds pied, ça dure quelques mois, j'ai l'impression, avant que tu te dises, bon, bah, faut que je vois quelqu'un. Ouais. Donc là, tu vois ta psy, elle te diagnostique vite, rapidement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, du coup ? Ben en fait, c'est là où j'étais assez fière de moi, c'est qu'effectivement, je me suis prise en main très vite. Et j'ai aussi la chance, je pense, d'être bien entourée. Je suis très très proche de mon papa, je m'entends très bien avec ma maman, même si on a des relations un peu plus difficiles parce que on a un passif assez ups and downs, comme on dit, un petit anglicisme au passage. Mais montagne russe, voilà, c'est mieux. Et j'ai mon grand frère avec qui je suis très très proche. Celui qui t'amène à Annecy, du coup ? C'est ça. Okay. Et puis j'ai beaucoup d'amis, je suis loin d'être isolée en fait. Et je pense que du coup ça m'aide aussi à prendre les choses en main et à pas m'enfermer. Et ce qui est un des propres de l'anorexie, c'est que c'est une maladie très solitaire et qui t'isole beaucoup et t'enferme dans ton quotidien, qui est hyper restrictif. Et donc moi, j'ai réussi à, même si je pense que j'ai eu une période très renfermée, où je mettais des plans en permanence à mes amis et ils comprenaient parce que ils s'acceptaient. Et tu leur avais dit, du coup ? Ouais, très rapidement. Parce que quand le diagnostic est posé, il y a une part de soulagement, en mode je suis pas folle. Il se passe quelque chose, on va m'accompagner, on va m'aider. Et je pense que ça m'aide aussi d'en parler à des amis, parce que pour eux aussi, ça permet de comprendre mes comportements, sans pour autant les excuser, mais en tout cas, m'accompagner et essayer de comprendre. Ok. Et du coup, t'es en couple depuis 2 ans ? Ouais. Et avec ton copain aussi, t'as réussi à lui dire tout de suite ? Alors, donc mon copain s'appelle Basile. Je l'ai rencontré au Nouvel An, après le diagnostic. Donc, okay. Assez tôt, finalement, puisque le diagnostic est posé en septembre et je le rencontre donc au Nouvel An, de la nouvelle année 2022. Et on se met ensemble fin février. Donc, en fait, ça fait 2 ans, effectivement. Et hier. Félicitations. Merci. Bravo, 2 ans, c'est bien. Surtout pour lui, de me supporter depuis 2 ans. Et en fait, très rapidement, je pense que quand il me rencontre, je suis pas à mon poids le plus bas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie qui est hyper vicieuse, dans le sens où le diagnostic est posé, la maladie, elle établit le fait que la maladie s'est installée, entre guillemets, en moi depuis que je suis rentrée du Népal, donc depuis le premier confinement. Mais pour autant, mon poids le plus bas, je l'ai en mars 2022. Ok. Et je fais à ce moment-là 49 kilos, donc pour 1m71. Ce qui est bas. Très bas. Et à ce moment-là, d'ailleurs, elle me dit, je faisais encore du renforcement, j'allais à la salle de sport, j'étais inscrite à une salle de sport, et elle me dit, vous arrêtez la salle de sport, je vous autorise à continuer l'escalade, parce que c'est un lien social pour vous, mais vous arrêtez la salle de sport. Donc le message, c'était plus de sport. Et là, ça a été un peu dur, parce que pour moi, c'était une grande part de ma vie. Et je pense que rencontrer aussi Basile à ce moment-là, ça m'a pas mal apporté, parce qu'il connaissait pas du tout familier avec ces sujets. Et pour autant, dans l'envie de comprendre et l'envie de m'aider. Mais pas sauveur, juste m'accompagner à sa hauteur. Et ça, pour le coup, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que lui, il a une relation, pour le coup, assez équilibrée à tout ce qui l'entoure, finalement.
Ok. C'est un garçon assez équilibré. Ouais, ce qui est pas mal. Assez pratique. Mais donc, je pense que ça m'aide pas mal. Et ce que m'a dit ma psychiatre un jour, donc quand elle me parlait de cette maladie, qui est une maladie de solitaire, elle me dit c'est bien que vous construisiez une relation avec quelqu'un aussi proche, parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie aussi pour vous en sortir. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, on a fait aussi attention avec Basile à ce que je ne devienne pas dépendante de la relation, dépendante de lui, pour m'en sortir. Très mature. Ouais, surtout de sa part. Parce qu'il a quel âge, Basile, du coup? Un an de moins. Ok. Un an de moins que moi. Très mature. Ouais. Il sortait d'une relation où ça faisait 4 ans qu'il était avec son ex-copine. Ok. Je pense que ça fait grandir aussi. Ouais, c'est sûr. Là où moi, il avait déjà de l'expérience. Ouais, c'est ça. Là, c'est ta première relation? Première relation sérieuse, très sérieuse. Ok. Voilà. Donc forcément, oui, il y avait aussi un décalage dans ça. Et puis, ce qui a permis aussi qu'il n'y ait pas de dépendance, quoi que ce soit, finalement, c'est aussi le fait qu'ils partent à l'étranger pendant 12 mois. Là, on peut difficilement être dépendant quand la personne est à l'autre bout du monde. Donc, il est parti où? À New York. Ok. Pour faire un volontariat en entreprise. Et en fait, à ce moment-là aussi, je me rends compte que le sport reprend une place. En tout cas, le fait de pratiquer, de sortir, reprend une place, surtout parce que je reviens à Strasbourg pour faire ma dernière année, parce que du coup, mon année de césure se termine. Ok. Une année hyper difficile, enfin en tout cas un semestre hyper difficile, parce que je continue dans mon ancien travail en temps partiel, qui me plaisait. Mon copain est à l'autre bout du monde, donc je suis en distanciel vis-à-vis de mon travail, mon copain n'est pas là, et je reviens dans une promotion qui n'est pas la mienne. Dans une ville où j'ai des mauvais souvenirs. Tu les connais pas, les gens? Très peu. Tu les as croisés, quoi? Ouais, et puis en plus, pour le peu que je les connais, dans les écoles, le problème, c'est qu'il y a souvent une hiérarchie inutile entre les différentes promotions. Et, ouais, c'est trop bizarre. Ouais, et ça crée des rapports très, très bizarres. Et moi, comme la dernière fois que je les avais vus, c'était quand ils étaient en première année, et moi, j'étais en deuxième année. Et j'étais présidente de l'association sportive, d'ailleurs, de l'école. Okay. Et donc, il y avait un peu ce côté, c'était une présidente d'asso. Et puis, j'avais un petit côté tyran. Donc, je pense que je devais faire un peu peur. Donc, je suis pas arrivée dans les meilleures dispositions. Mais ça va pas. Non, clairement, ça n'allait pas du tout. Mais alors que j'arrivais petit bout de chou, tout mignonne, quoi. Enfin, voilà, là, je revenais en 5e année, je me faisais toute petite. Mais j'avais pas envie de faire d'efforts non plus. Et en fait, je me suis un peu renfermée. Et ce qui m'a, pour le coup, permis de tenir mon semestre en ayant le sourire, c'est vraiment, je suis retournée dans l'équipe de handball. Okay. Et j'ai continué l'escalade. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce qui rythmait mon quotidien et qui me faisait du bien. Et ces deux activités-là étaient en semaine, donc le week-end, je partais. Je partais de Strasbourg. Je pense que j'ai dû faire 3 week-ends à Strasbourg en un semestre, quoi. Ok. Tu faisais quoi? J'avais TGV Max, alors j'allais à Rennes, j'allais à Paris, j'allais à Toulouse, j'allais à Lyon. Tour de France. Le Tour de France. T'allais voir tes potes? Ouais, exact. Okay. Et est-ce que du coup, ça a dû être compliqué quand même, 12 mois séparés de ton copain? J'imagine qu'il y a eu des moments peut-être de solitude. Est-ce que ça a été, je sais pas, compliqué peut-être de pas vraiment te retrouver face à tes démons seul? En vrai, je pense que la formulation peut paraître maladroite, mais en fait, elle est hyper bien trouvée. C'est-à-dire que le plus dur pour moi, c'était quand je me retrouvais seule dans mon appart le soir. Et en fait, j'étais retournée dans un rythme un peu... je rentrais chez moi, je mangeais, je me faisais vomir et je pleurais. Et ensuite, soit on s'appelait, soit on s'appelait pas, avec Basile. Et j'allais me coucher, quoi. Ouais. Et les seuls soirs où j'allais bien, c'était les soirs où j'allais à l'escalade, où j'allais au handball. Et c'était quand la journée, j'avais escalade ou handball. Enfin, qu'importe, ça dépendait de mon emploi du temps. En tout cas, c'était lorsque j'avais une pratique sportive dans la journée que je me sentais le mieux le soir, quoi. Et c'est là où je pense que ma relation est finalement redevenue saine avec le sport. C'est que c'est devenu un espace où je me sentais bien. Okay. Et que au-delà de le faire... parce que c'était que des pratiques qui n'étaient pas dans le culte du corps ou dans les codes sociaux de la minceur ou quoi que ce soit, mais qui étaient vraiment des pratiques plaisir. Et je pense que ça m'a pas mal fait tenir. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand je suis revenue à Paris, donc en mars, je suis allée à Lille une journée pour un tournoi inter Sciences Po, alors que j'étais du coup
en soi en stage, donc plus vraiment dans l'équipe, et je suis revenue juste pour la journée, faire 2 matchs, et je suis partie. Enfin, ça montre aussi que l'esprit d'équipe et le collectif que j'avais trouvé, même si j'étais pas si proche que ça, parce que j'avais pas fait le second semestre, et que on n'avait pas tant d'entraînement que ça, malheureusement, en fait, ça a fait beaucoup, quoi, les relations. Et je pense vraiment le sport, à ce moment-là, m'a pas mal aidé, en tout cas. Ok, donc c'est une belle histoire, finalement, que tu as avec le sport. Ouais, je pense. Qui a été toxique à des moments, mais finalement, t'en as quand même besoin, quoi. C'est ce qui aussi peut t'aider dans ta... je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, est indispensable dans mon quotidien. Après, effectivement, est-ce que j'en ferais pas un peu trop au quotidien? Peut-être. Là, t'en fais combien par semaine? Je cours 3-4 fois par semaine, ça dépend. C'est pas mal. Et je vais 2 fois à l'escalade. Ok. Voilà, et puis j'ai une séance de kiné par semaine. Mais tu cours quand, du coup, le matin? Non, entre midi et 2. Ok. Entre midi et 2 le soir. Et le week-end, en fait. Okay. Donc, Et tu fais toujours attention à ton alimentation? Ouais. Je fais attention, mais je suis beaucoup plus relâchée sur ça. Enfin, je le vois depuis 1 an. En fait, il faut que je me replonge en arrière pour voir à quel point j'ai avancé. Ok. Et du coup, je vois que j'ai progressé dans le sens où je remange des frites quand je vais au bar. Et ça, c'est tout bête, mais c'est quelque chose que je faisais plus du tout. Je rebois un peu de bière de temps en temps, alors que j'en buvais plus du tout. Plus d'alcool? Si, un verre de vin ou un verre de spritz, parce que je connais les kilocalories d'un verre de vin ou d'un verre de spritz. Okay. Mais ce qui n'est pas non plus sain, quoi. Ouais. Et quand d'ailleurs je buvais vraiment, c'était les soirées où juste je me mettais en off, quoi. Mon cerveau, je le déconnectais et je partais en sucette. Enfin, c'était... Et le lendemain, bad? Pas forcément, parce que dans ma tête, je me disais, je me lève tard, donc déjà, j'ai un repas en moins. Okay. Et souvent, le soir, avant la soirée, je mangeais moins aussi. Okay. Donc en fait, c'est que dans l'histoire de compensation. Et donc pas forcément de bad, mais en tout cas, il y avait un système compensatoire énorme. Enfin, okay. D'ailleurs, je le dis au passé, mais je pense que je l'ai encore aujourd'hui. Hein, Ok. Mais aujourd'hui, tu fais plus la fête? Ou moins? Moins, parce que déjà, travailler 5 jours sur 7, c'est pas comme quand on est étudiant. C'est clair. Mais si je retourne... Enfin, je bois des verres de temps en temps, mais je suis moins tendance à aller en grosse soirée ou quoi que ce soit. J'aime bien les soirées en appartement ou en maison. Et en fait, on est dans une période où on n'est plus chez nos parents et on est beaucoup en studio ou en petit appart. C'est l'hiver en plus, là. En plus, c'est l'hiver. Ouais. Mais il y a quelques anniversaires ou crémaillères, donc c'est quand même sympa. Okay. Mais beaucoup moins de grosses soirées qu'en été, c'est sûr. Ok. Et j'aimerais revenir sur un truc. Tout à l'heure, tu disais qu'à une période, tu faisais 49 kilos, donc ce qui est pas beaucoup. Est-ce que toi, tu t'en rendais compte que t'étais très mince? Quand t'avais quelle image de toi à cette période-là? Le propre de l'anorexie, c'est en tout cas un des grands critères que beaucoup de personnes qui sont en anorexie mentale ont, c'est le besoin de contrôle. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais fière de moi parce que je me disais j'ai le contrôle sur ça. Je contrôle mon corps, je contrôle mon alimentation. Il y avait un côté où je regardais l'assiette des gens, je regardais mon assiette, j'étais en mode moi je sais ce que je mange. Il y avait vraiment un côté fierté. Ouais. Et quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas maigre, je me trouvais mince, mais je me trouvais pas maigre. Surtout que j'ai pu continuer quand même à aller à la salle de sport assez longtemps en fait. Et donc en fait le peu que j'avais c'était du muscle aussi. Et quand je faisais 49 kilos, je pense que c'est le moment où il y a eu un peu le shift, parce que je suis partie en Égypte voir une amie, et une autre de mes amies m'a accompagnée. Elle connaissait pas la personne que j'allais voir, mais elle m'a accompagnée parce qu'elle voyait bien que elle savait que j'étais malade, et elle me dit je peux pas te laisser partir toute seule. Enfin, je refuse quoi. Elle me l'a dit du style non mais j'adorerais voir l'Égypte, ce qui est vrai, mais clairement elle a pris aussi parce que elle a pris ses billets parce que j'allais pas bien et qu'elle pouvait se le permettre du fait de sa situation. Non, mais elle était en freelance, donc c'était ok pour voyager, quoi. D'être en télétravail, trucs comme ça. J'ai cru que tu allais me dire qu'elle avait de l'argent. Pété de thunes. Tu fais de sa situation financière. Plutôt de sa situation pro, en vrai. Okay. Mais j'avoue, ça demandait un peu de clarté. Et en fait, elle est venue avec moi. Et en fait, pas forcément, quand tu voyages, tu visites beaucoup. Et il y a eu des journées où il faisait chaud en plus. Et on faisait, 20 bornes par jour. Et je mangeais pas, quoi, ou très peu. Et en fait, elle me dit, mais c'est pas possible. Enfin, elle
pouvait rien me dire frontalement parce qu'elle savait que si je me braquais, ça n'apporterait rien. Tu te braquais quand tes amis essayaient de te parler ? Je pense qu'ils m'en parlaient pas tant beaucoup. Et le peu de fois où ils m'en parlaient, je le prenais pas. Je me disais, de toute façon, tu peux pas comprendre. Ouais. Enfin, j'acceptais vraiment que quand c'était ma psychiatre. Okay. Alors, dès que ma psychiatre me disait quelque chose, à ce moment-là, c'était presque mon gourou, quoi. Genre, ça pouvait te faire un déclic et tout ? Je pense pas, parce que sinon, je l'aurais eu. Ouais. Parce qu'elle a eu quand même des phrases chocs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, elle m'a fait beaucoup avancer. Okay. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je la vois encore aujourd'hui. Enfin, elle me fait beaucoup, beaucoup avancer. Elle me fait beaucoup de bien. Mais en fait, à ce moment-là aussi, j'étais dans une période où je comptais tout ce que je mangeais. En termes de calories, j'étais à 1300 calories par jour, kilocalories par jour, ce qui est en dessous de ce qu'un corps a besoin au repos. Surtout si tu dépensais de ouf. Voilà, donc c'était vraiment pas du tout assez. Et en fait, arrivé en Égypte, je pouvais plus tout compter parce que j'avais plus de repères, quoi. J'étais complètement à l'ouest, c'est pas la même alimentation, rien, donc panique totale. Parce qu'ils mangent quoi en Égypte ? Ils sont plutôt... c'est le même style un peu que libanais, quoi. Ok. Et que j'adore, mais... qui est gras ? C'est très huile. Très huile. Et surtout, en fait, j'allais dans un supermarché, je reconnaissais aucun aliment de ce que j'achetais, quoi. Donc, ça doit être angoissant, j'avoue. C'était le summum de l'angoisse. Mais une anorexie qui compte tout au milieu d'un endroit où elle maîtrise plus rien. La seule chose sur laquelle j'avais encore du contrôle, en fait, on me l'enlève. Et c'est aussi, en fait, à ce moment-là où on va à Aswan, qui est une ville au sud de l'Égypte, avec ma pote. Et à l'hôtel, je vrille un peu, j'appelle mes parents, je leur explique que ça va pas du tout, que c'est plus du tout possible. Ma mère décide d'avancer mes billets pour que je rentre. Et en fait, à ce moment-là, je me regarde dans le miroir et je crois que c'est la première fois où je me rends compte que je suis vraiment maigre. Ah ouais ? Ouais, c'est vraiment tout en une journée. Enfin, c'était du coup un cocktail explosif d'émotions. Et là, je me rends compte que vraiment, je suis maigre. Et donc, je rentre en France, j'arrête de compter. Mais pour le reste, c'était plus compliqué. Ok. Donc, tu continues à faire du sport à fond ? Non, parce qu'à ce moment-là, la psychiatre me dit plus de sport. Ok. Il n'y avait plus que l'escalade. Et ça, tu l'écoutes ? Ouais. Ok. Mais je pense que j'avais besoin, en fait, qu'elle me le dise. Ouais. Parce qu'en fait, je prenais plus aucun plaisir quand j'allais à la salle. Il n'y avait plus cette partie de je me dépense, c'est chouette. Et tes parents, comment ils vivent ça ? Est-ce que tu arrives à en parler avec eux ? Est-ce qu'ils essayent de t'aider, mais tu prends pas leur aide ? Enfin, comment ça se passe entre vous ? C'est hyper compliqué. Mes parents sont séparés, je sais pas si je l'avais mentionné. Mes parents sont séparés et mes parents ont un rapport au sport et à l'alimentation qui est pas le même. Je pense que l'un comme l'autre, c'est pas non plus la relation idéale. Ok. Mais ça va, on va dire. Et mon père, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et il fait de l'ultra trail maintenant. Et c'est un peu lui qui m'a fait grandir avec cette phrase de « tant que tu fais du sport, tu peux manger ce que tu veux ». Mais parce que lui, il a un rapport très sain. Donc, c'est pas un problème. Et sinon, il mangeait 3 fois du fromage, il mangera 3 fois du fromage. Et même si pendant 2 semaines, il est blessé, il est blessé. C'est juste chiant pour sa prochaine course. Et donc, quand mon père me disait quelque chose, je l'entendais, mais je voyais bien aussi qu'il n'arrivait pas forcément à comprendre non plus. Et il essaye, il est à l'écoute, mais je sens qu'il botte en touche assez régulièrement, puisque forcément, c'est pas facile. Et c'est encore moins facile, je pense, quand c'est un peu mon profil de... J'ai toujours été très sage, très calme. Enfin, calme en sens dans le droit chemin, entre guillemets, et beaucoup moins turbulente que mes frères. Okay. Et donc là, j'arrive avec mes gros sabots, salut, j'ai une maladie mentale. Bon, je pense qu'il faut un petit peu de... Voilà, il faut un peu digérer le truc aussi. Et pour ma mère, c'est un peu différent dans le sens où je pense que ma mère a des troubles du comportement alimentaire qu'elle n'a jamais réglé complètement. Et ça en venait à des moments où je sentais que c'était pas une bonne idée d'en parler. Okay. Et donc quand on en parlait, soit il y avait une notion de comparaison qui arrivait et c'était pas du tout agréable, ni pour elle ni pour moi, je pense. Soit en fait... elle avait des conseils, mais c'est bizarre de se dire je reçois des conseils de quelqu'un qui n'est pas vraiment guéri de ses propres problèmes. Ouais, compliqué. Est-ce que t'as pas eu l'impression des fois que ces troubles alimentaires se sont un peu répercutés sur toi, du coup ? Je pense pas, en tout cas pas consciemment.
Parce que je pense que moi, mes troubles du comportement alimentaire sont pas comme... Ma mère, c'était très dans le... elle acceptait pas son corps, je pense. Là où moi, en fait, c'est pas vraiment mon corps le problème, c'est vraiment mental, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir une thérapeute et que je fasse les efforts. Et donc, je pense que les problèmes sont pas vraiment les mêmes. Donc, il y a dû avoir des stigmates. Enfin, le fait que mes parents ont fait des régimes, des choses comme ça. Forcément, j'ai grandi en voyant ce genre de choses. Bon, ça a une influence. Mais je pense pas que ça a été un déclencheur, en tout cas. Et tu leur en as pas jamais voulu? Non, jamais. Okay. Jamais. J'ai juste mis à distance le fait qu'ils puissent m'aider. Parce que je pense que déjà leur présence et le fait qu'ils le sachent et le fait de pouvoir leur en parler si j'ai envie de leur en parler, c'est déjà énorme. Et c'est déjà beaucoup plus que ce que peuvent avoir d'autres personnes. Ouais, c'est clair. Et à contrario, toi, si t'as des enfants, sait-on jamais, ou si t'as envie d'en avoir, comment tu te vois élever tes enfants par rapport à ça, à l'alimentation, au sport? Est-ce que tu as déjà réfléchi ou pas du tout? Alors, je tiens à clarifier que je ne souhaite pas avoir d'enfants. Mais ce serait mentir que de dire que j'y ai jamais pensé. Enfin, il y a forcément des fois, je me surprends à dire oh, ça c'est joli comme prénom si je devais appeler mon enfant comme ça. Donc je pense que déjà, je pense que c'est un leurre de penser que j'aurais jamais d'enfant. Par exemple, j'adorerais adopter. Okay. Et ce qui paraît bizarre dit comme ça, mais enfin, c'est pas le sujet du podcast en même temps. Donc, bon, voilà. Moi aussi, j'ai envie d'adopter. Hein. Ok, bon, ça va. Et ça fait un peu, je veux un petit chien, alors c'est pas du tout l'idée, quoi. Enfin, bref. Je t'ai compris, il y a pas de souci. Tant mieux. Mais je pense que pour leur rapport, je me vois pas avoir des enfants qui ne fassent pas de sport. Mais j'aimerais bien que ce soit couplé avec le fait de faire une activité artistique, culturelle. En fait, j'ai besoin qu'ils s'épanouissent dans une discipline qui les sorte d'un quotidien, qui leur permette de rencontrer des gens, qui leur permette de s'ouvrir et de se découvrir. Et je pense qu'en pratiquant, que ce soit du sport ou de l'art, tu te découvres différemment. Et donc je pense que ça doit faire partie du quotidien d'un enfant pour qu'il grandisse avec cette habitude-là aussi. Et rien que l'éveil, la curiosité, s'il pouvait choisir le sport, ça m'arrangerait. Après, si vraiment il n'est pas sportif, je ne vais pas le mettre de force dans une discipline, quoi. Mais je pense que je m'assurerais qu'il soit actif. Parce que d'un point de vue santé, ils sont quand même... rien quand tu arrives en CP, c'est 6 heures par jour assis sur une chaise. C'est clair. Bon, t'es un peu jeune quand même pour être assis toute la journée. Donc je me dis, si au moins il peut avoir, je sais pas, l'emmener en forêt tous les 2 jours, ou des choses comme ça. En tout cas, je m'assurerais que mes enfants soient au moins actifs. Rien à voir, mais tu penses qu'à l'école, on devrait avoir plus de sport? Je pense au primaire, même au collège, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au collège. Ouais, au collège, tu commences à 4 heures, tu finis à 3 heures. Et au lycée, t'as 2 heures. Primaire, c'est un peu différent dans le sens où ils ont les 30 minutes d'activité physique quotidienne normalement. Et en fait, on se rend compte que les professeurs des écoles n'ont pas forcément le temps. Je pense qu'il faudrait plus, mais pour ça, il faut aussi accompagner les enseignants, quoi. C'est-à-dire que je pense que le professeur tout seul, il peut pas, même s'il a une formation pluridisciplinaire, il peut pas assurer tout. Et je pense que c'est encore plus enrichissant s'il est accompagné et qu'il est en binôme avec un éducateur qui vient expliquer une des disciplines. Donc je pense qu'il faudrait plus. Et surtout, il faudrait pouvoir donner plus accès, même dans la pratique hors scolaire. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'une fois que t'es fini le lycée, les 3/4 en fait arrêtent complètement de faire une pratique sportive. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce qu'ils aillent courir un marathon, on ne demande pas à ce qu'ils aillent, je sais pas, bref, qu'importe, s'inscrire dans un club ou quoi, mais juste leur donner envie de bouger et pas juste de faire métro, boulot, dodo en ville et voiture, boulot, voiture en campagne, quoi. Donc bon, parce qu'on peut penser à la campagne, je viens de la campagne. C'est vrai. Donc ouais, je pense qu'il faudrait un peu plus, mais il faudrait surtout donner envie, je sais pas, le faire rentrer dans la salle de classe, ou alors faire sortir l'enfant de la salle de classe pour qu'il voit autre chose que 4 murs. En tout cas, il y a quelque chose à changer, ça c'est clair. Ok. Du coup, Alexane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? J'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse introspection quand même de toi-même. Une grande maturité quand même, je trouve. Donc, en tout cas, j'espère que... Moi, j'ai l'impression que tu es sur la bonne voie quand même. Ouais, je pense que je suis sur la bonne voie. En tout cas, je continue à avoir envie d'y croire et à me dire que j'avance dans le bon sens.
Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réussir mon semi-marathon début mars. Je te le souhaite alors. C'est gentil, merci. C'est à Paris ? Ouais. Ok. Du coup, tu t'entraînes là ? Ouais. Normalement, mon père le court avec moi. Il me fait le lièvre. Le lièvre, c'est celui qui est devant, qui impose le rythme. Ok. Je connaissais pas du tout. Voilà. On voit souvent ça dans les courses sur piste. Ok. Voilà. Petit fun fact. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, de t'être livrée. Parce que ça n'a pas dû être facile. Non, j'avoue que surtout le micro et le casque. Mais tu t'es super bien débrouillée. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci d'avoir suivi Jeune et Brillant. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.